Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le massacre au centre du Mali, dans la région de Mopti, précisément à Sobanou, et également la décision de proroger le mandat des députés d'une année et la date ou les dates des examens qui sont désormais connus. Ce sont les trois sujets principaux qui seront abordés au cours de ce forum de la presse. Et nos invités sont Chahana Takiyou du 22 septembre et Ibrahima Tchokari de notre printemps. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Pour le forum de la presse, nous allons commencer par le premier sujet qui est le drame à Sobanou. Un premier bilan qui était annoncé qui parlait de 95 morts et après le gouvernement qui est revenu avec un bilan officiel, un bilan revu à la baisse qui annonce 35 morts. Alors, Chahana Takiyou, que pensez-vous de ce massacre ou de ce nouveau massacre encore une fois de plus au centre du Mali? Oui, cette tragédie est déplorable, inacceptable. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Il y a eu d'autres et les événements qui s'en sont suivis ont même conduit au départ du Premier ministre d'alors, Soumaïlou Boubaï Maïga. On avait pensé que des dispositions seront prises et qu'il n'y aurait jamais ça. Qu'il n'y aurait jamais ça. Malheureusement, Boubaï est parti, le problème persiste. Ce qui veut dire que ce n'était pas lui le problème. Le problème, il est profond. La crise est une crise multidimensionnelle, une crise très profonde qu'un seul homme, qu'un seul régime dans le contexte du Mali ne peut pas résoudre. Cette crise a comme acteur, bien sûr, le gouvernement, les mouvements armés et la communauté internationale. Quelle que soit la bonne volonté, l'engagement d'une partie, si les autres ne sont pas sincères dans leur comportement, dans leurs agissements, il serait très difficile de trouver une solution appropriée à cette crise. Dommage, nous sommes dans la crise et nous ne voyons pas pour l'instant vraiment des mesures idoines nous permettant d'espérer que demain, il n'y aurait pas une autre tragédie. Malheureusement, hélas. D'accord. Alors, Ibrahim Tchokari. Situation regrettable et persistante dans ce qu'il est convenu d'appeler la crise du centre. C'est vrai, qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens? Je dis bien que c'est l'État du Mali. Et je dirais que par rapport à la sécurité des personnes et des biens, que l'État a failli. Je suis content d'entendre les propos de mon confrère, Chahana Takiyou, que j'avais entendu par le passé sur une chaîne de télévision du Mali. Et qui aujourd'hui parle de la communauté internationale, de l'État, et j'en passe. Et hier, je crois que j'ai entendu beaucoup de gens parler des communautés. Cette crise au centre du Mali, moi je dirais, je l'ai dit avant-hier dans une télévision, que moi aujourd'hui, hier j'accusais des gens, mais aujourd'hui je comprends que ce n'est plus une guerre ou bien une crise entre Peul et Dogon. Moi, je ne parlerai plus de cette crise en tant que crise ethnique.
Parce qu'on parle de guerre intercommunautaire. Hier, on entendait parler de ça. Mais j'ai compris maintenant, avec le mode opératoire, Ogosagou, et maintenant, Somabani, Kou, c'est des gens armés avec des armes de guerre. Donc, c'est dire que ce n'est plus... Moi, je ne peux pas comprendre qu'un peuple agisse pour tuer. Surtout que ces communautés avaient vécu en parfaite harmonie par le passé. Et que ces gens acceptent de s'entretuer. Je dis qu'il y a quelque part quelqu'un qui tient les ficelles. Ce diable, il faut le chercher. C'est qui? L'État a promis de s'investir après le drame, ou bien après les drames qui sont passés au centre, mais l'État jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas investi pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces hostilités. Donc ce qui veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui tient les ficelles et qui pousse les gens à la tuerie. Et l'État doit chercher ce diable. Maintenant, il est temps que l'État cherche ce diable pour que cette crise puisse maintenant se stomper. Et je crois que les Maliens attendent ça fermement, et surtout les ressortissants du centre du Mali. Parce qu'il y a certains qui ne parviennent pas encore à aller dans les villages à cause de cette crise sécuritaire qui sévit au centre. Charna l'a dit, la situation au centre est une des raisons du départ du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il y a également le gouverneur de Mopti qui a été relevé. Est-ce une question d'homme ou de politique? Non, moi je crois que Soumeylou Boubèye, c'est vrai, un moment, les gens l'avaient accusé, à tort ou à raison, d'être en connexion avec cette milice Dana Amasagou qui tue. En tout cas, qui tuait. Parce que Dana Amasagou, même quand vous regardez le communiqué... Qui aurait tué. Qui aurait tué. Oui, qui aurait tué. Au conditionnel. Justement, qui aurait tué. Mais cette milice Dana Amasagou, je crois quand on voit leur communauté après le massacre du dimanche dernier, mais c'est un communiqué va-t-en-guerre. Je crois que le temps est venu maintenant pour l'État de retirer les armes à toutes ces milices qui sévissent dans le centre du Mali, et je crois qu'on trouverait que ce soit les milices de Tabital ou... Non, Tabital n'a pas de milice. On parle de la milice d'Anna Amasagou et on dit qu'il y a une milice Peul. Mais Tabital, pour la coup, l'association des amis de la culture Peul n'a pas de milice. Donc vous demandez le désarmement de toutes les milices, qu'elles soient Peul ou Dogon, il faut les désarmer maintenant. Et l'État avait dit qu'ils vont désarmer Dana Amasagou. Et Dana Amasagou dit qu'on ne va pas nous désarmer parce que nous défendons nos communautés. Et jusque-là, l'État qui avait pris des décisions en Conseil des ministres n'a pas pu sévir. Et on ne comprend pas pourquoi. L'État est là pour réguler tout, mais si l'État ne parvient pas à désarmer des gens, c'est regrettable. Vous avez demandé le désarmement des mouvements armés. Est-ce que vous parlez des groupes armés signataires ou des milices? Et M. Tchokari, je pense qu'il faut être juste. Il ne faut pas dire que c'est les Dogons seulement qui ont une milice et que du côté Pel, il n'y en a pas. Il y en a partout. Il y a Boli, il y a une milice. Il y a beaucoup de... Boli, je dis que je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Il ne s'agit pas de toi. Tabital, je dis Tabital Poulakou n'a pas de milice comme cherchait le ferait entendre. Mais je sais qu'il y a une milice Dogon reconnue. Aucune communauté. S'il y a une milice Peul, il faut les désarmer. D'accord qu'il y a des milices Peul et les milices Dogon. D'accord. J'ai dit aucune communauté n'accepte à appartenir à une milice. Les milices, elles existent, mais tout le monde dit que ce n'est pas ma milice. Il y a bel et bien une milice Peul. Je suis d'accord. Il y a bel et bien une milice Dogon. Comme dans le nord aussi, il y a des milices Soraï, il y a des milices Touareg, il y a des milices Arabes. Nous parlons, excusez-moi, nous parlons le même langage. Je dis que quand on veut attribuer la milice à Tabital Poulakou, je dis que l'association des amis de la culture Peul n'a pas de milice. Mais il pourrait y avoir une milice Peul, mais moi je n'ai pas connaissance de cette milice. J'ai dit que nous avons connaissance qu'il y a bel et bien une milice Peul, une milice Dogon. Et s'il y a une milice Peul, c'est que cette milice est soutenue par sa communauté, mais on sait que le soutien n'est pas officiel. C'est officiel. On sait le mode opératoire, le mode de financement et tout est secret. Personne ne va revendiquer qu'il soutient une milice ou qu'il finance une milice. D'accord. Mais la réalité, c'est que les milices existent
Aujourd'hui, il faut les désarmer. Je suis d'accord. D'accord, donc vous êtes d'accord sur une chose, c'est qu'il faut les désarmer. Il faut les dissoudre. Laisse-moi terminer. Responsable de la communication. Je t'ai jamais coupé. Pour la Cour Mali, oui. Je n'ai pas connaissance d'une municipale et au niveau du bureau, on n'a jamais parlé de cette milice. D'accord, Sauf si cette d'accord. milice Ce n'est pas parce que tu n'as pas connaissance qu'elle n'existe pas. Il se pourrait. Elle existe. Les milices existent partout, dans toutes les communautés. Je vous le conseille. Il faudrait les chercher, les dissoudre. C'est-à-dire dire que nous allons les dissoudre, c'est pas ça le problème. Il faut agir. Oui. Mais Il y a l'état d'agir. Il faudrait, bien sûr, quand on dit il faut agir, c'est pas toi et moi. Voilà. Nous n'avons que nos plumes et le micro pour dire ce que nous pensons. C'est à l'État d'agir. Seul l'État doit avoir le monopole de la violence. Et pourquoi jusque-là on ne voit pas cette action? En tout cas, les gens estiment qu'ils ne voient pas cette action de l'État. Ben, c'est vrai que les actions de l'État ne sont pas assez visibles. Pour autant, je pense que l'État travaille. Parce que les actions au niveau de la sécurité n'ont pas besoin de publicité. Est-ce que vous voyez? Souvent, c'est pour l'efficacité même de l'action, il faudrait l'entourer d'une très grande discrétion pour que l'action puisse aboutir. Sinon, une fois, on fait du tapage, de la publicité autour d'une action amorcée, la finalité serait l'échec. Donc c'est vrai que l'État dit faire des actions, l'État fait des actions, mais nous ne sommes pas satisfaits. Parce que le résultat que nous espérons n'est pas là. L'État agit, l'État fournit des efforts financiers, humains, mais nous ne sommes pas satisfaits. Est-ce parce que l'État n'est pas capable de le faire? En réalité, parce qu'on n'a pas d'armée. Il faut dire les choses. Si cette crise existe, c'est parce que notre armée nationale n'a pas été à hauteur de souhait. Si cette crise persiste, c'est parce que ceux qui sont chargés de nous défendre le territoire, ne font pas le boulot correctement. Est-ce que vous voyez? Vraiment, nous avons des difficultés au niveau de ceux qui sont chargés de notre sécurité, de la défense de la patrie. Le gros problème de l'État, c'est à ce niveau-là. Il n'y a pas de matériel là, auparavant. L'État est en train de s'équiper doucement, de recruter, de former les militaires. C'est un processus. Cela a besoin du temps. Entre-temps, il y a des victimes. Entre-temps, le mal s'aggrave. Dommage, mais c'est le constat. Et les forces étrangères, est-ce qu'elles ne peuvent pas appuyer? J'ai dit, aucune force étrangère ne peut nous libérer en lieu et place de nos propres forces. Il faudrait que nous comptions sur nos propres forces avant de chercher un appui. Les forces étrangères sont là pour s'enrichir. Les forces étrangères sont là pour occuper notre territoire. Les forces étrangères sont là pour détecter nos richesses. Les forces étrangères sont là pour piller aujourd'hui, demain ou après-demain nos richesses. Avez-vous la preuve? Ben, on n'a pas besoin de preuves pour ça. Nous sommes en train de voir le processus. Nous savons que notre sous-sol est riche en ressources minières et nous savons que l'avenir des ressources minières, c'est en Afrique et c'est au Mali. Nous avons de l'eau, nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons du gaz. On nous empêche d'exploiter notre pétrole et notre gaz. Le président ATT voulait exploiter le pétrole de Taoudani avant la fin de son mandat. On l'en a empêché en créant cette situation parce qu'on ne veut pas que le Mali ait du pétrole, parce qu'on ne veut pas que le Mali quitte le sous-développement. Mais c'est une guerre créée, je n'ose pas dire pour nous recoloniser, mais mon Dieu, c'est ça. D'accord. Êtes-vous d'accord avec Chana quand il pense que les forces étrangères ne sont pas là pour stabiliser le pays? Je suis quelque part d'accord avec Chekna. Mais je n'ai pas la force de l'argument pour dire ce qu'il est en train de dire. Parce que, mais, ce que je veux dire, quand je reviens un peu en arrière, l'État du Mali a failli. A failli parce que la sécurité des personnes et des biens, on ne peut pas sous-traiter la sécurité des personnes et des biens. Et je crois qu'à un moment, je crois que l'État du Mali a sous-traité avec cette milice, reconnue en tout cas au centre du Mali. Dana Amassagou, ils ont sous-traité la sécurité des personnes et des biens.
Et c'est pourquoi ils ont failli, et c'est pourquoi Dana Amasagoud a dit on ne peut pas nous désarmer. On ne peut pas nous désarmer. Parce qu'il y a quelque part, il y a une connexion entre eux et l'État du Mali qui a sous-traité la sécurité. Ils ont dit à l'État... Ce n'est pas la seule milice armée au centre du Mali. C'est elle qui est connue. C'est elle qui est connue et qui a dit ouvertement... Il y a des milices Peul qui également interviennent dans le centre du Mali. Mais aujourd'hui, selon vous... Non, vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas dit que nous allons désarmer la milice. Ibeka l'a dit. Peul. Ils ont dit en Conseil des ministres, la décision qui a été prise en Conseil des ministres, c'est que la milice Dana Amasagou, elle doit être désarmée. Et la réplique de Dana Amasagou, dissoute et désarmée. Et ils ont dit qu'on ne peut pas nous dissoudre, on ne peut pas nous désarmer. C'est pour montrer là où il y avait une connexion entre l'État et cette milice qui avait sous-traité. Maintenant, si je reviens aux forces étrangères, les forces étrangères, dans tous les pays où il y a eu crise, les forces étrangères sont venues. Mais les forces étrangères avaient un mandat. Est-ce que les forces étrangères étaient venues pour nous sécuriser? C'est nous qui avons demandé à ce que ces forces étrangères viennent. En 2013, quand il y a eu le coup d'État, c'est le président Djankoula Traoré qui a demandé à ce qu'on nous envoie la force Barkhane et autres. Et ils sont venus. Mais est-ce qu'ils sont venus pour agir en lieu et place des forces armées maliennes? Non. Leur mandat est clair. C'est une force d'interposition. Si on croit qu'ils sont là pour nous sécuriser, pour combattre en lieu et place de notre armée, nous nous trompons. Nous nous trompons. Mais ces forces sont venues s'enrichir. Partout, elles sont parties, ces forces des Nations Unies, c'est pour avoir le gain. Parce que tout militaire des Nations Unies qui est là est bien payé et vit dans une aisance. Et quand ils vivent comme ça, ils ne veulent pas partir. C'est vrai, quelque part, j'ai entendu les gens dire qu'ils sont venus pour piller nos ressources, pour piller nos biens. Mais moi, je n'ai pas la preuve. Et quand je n'ai pas la preuve, moi, je ne peux pas les accuser d'être venus pour piller. Mais je sais qu'on leur a demandé de venir. Ils sont venus, mais ils ne sont pas venus pour combattre en lieu et place de nos forces armées. Ils sont venus pour s'interposer. D'accord. Est-ce que vous pensez que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son équipe pourront trouver une solution à cette situation du centre et éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise? Oui, il faut que le président de la République et tout le gouvernement se mettent ensemble. Il faut que les gens parlent le même langage. Et parlent langage avec l'ensemble des Maliens. Aujourd'hui, je crois que le temps est venu. Le temps est venu pour mettre ensemble tout ça. Je crois qu'il y a déjà un document élaboré par l'association Irganda, Djina Dogo et Tabital Poulakou. Ils ont proposé des pistes de solutions. Et ce document a été déposé au niveau de toutes les institutions de la République. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de répondant, il n'y a pas eu de réponse. Quand il y a des problèmes du genre, je crois qu'il faut accepter de s'asseoir avec les gens qui viennent du terroir et qui connaissent les problèmes et qui peuvent aider à trouver la solution. Sinon, le tape à l'œil ne sert à rien. Je crois que quand il y a eu Ogosagou ou Oula, le président de la République s'est déplacé. Il s'est déplacé avec les 3 associations culturelles, à savoir Irganda, Djina Dogon et Tabital Poulakou. Et aujourd'hui, le problème de la sécurité au niveau du centre, on est en train un peu de déplacer ce problème. Parce que hier, c'était les communautés, on disait peu les Dogons. Parce que quand j'ai vu le président de la République partir à Sobamanekou avec le cardinal et puis un autre protestant, j'ai dit non, il ne faudrait pas qu'on glisse sur le champ religieux. Sur le champ religieux pour parler de chrétiens. Non, c'est des Maliens qui ont été tués.
Moi, je préfère qu'on parle des Maliens ont été tués. Mais quand on parle de leur religion, je suis un peu Chana, quelle solution proposez-vous? Moi, je pense que Tchokari, les faits s'imposent à nous tous, qu'ils plaisent ou pas. Ceux qui ont été tués sont des catholiques. C'est un fait. Personne ne peut le nier. Eh bien, où est le mal? Quand il y a le cardinal qui est là, je pense que nous, notre problème, le problème des Maliens de façon générale, c'est qu'ils refusent de voir la réalité. La plupart du temps, on joue à la politique de l'autruche. Que non! C'est des chrétiens, il faut le dire. Des chrétiens, des Maliens. Un village chrétien. Bien sûr, cela n'empêche pas leur maliénité. Mais parce que nous sommes dans une crise multidimensionnelle, quand on parle de multidimensionnel, cela veut dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a aspect ethnique, aspect communautaire, aspect régional, aspect religieux. Il y a cet aspect religieux aussi. Donc, il faut être conscient de cela, l'accepter et tenter de le résoudre avant que ça n'explose. Pourquoi essayer de le cacher? Pourquoi ne pas le dire? Parce qu'on y est. Non, parce qu'on y est. Tu me laisses parler, moi je ne te coupe pas. J'ai dit que j'avais souhaité que le président de la République se déplace avec pas. Les leaders religieux, chrétiens et musulmans par rapport à cette tuerie. D'accord, il va finir. J'ai dit c'est une première. Ça, c'est une première. Par rapport aux solutions, j'ai dit qu'il n'y a pas de baguette magique. Le président ne peut rien faire sans les Maliens. Le président ne peut rien faire sans les différents mouvements armés. Le président à lui seul ne peut rien faire, qu'on le veuille ou non, sans la communauté internationale qui est impliquée dans ce conflit. C'est la conjugaison, la synergie de tous les acteurs, de façon sincère, qui pourrait nous amener à espérer à des lendemains meilleurs. Sinon, quel que soit l'engagement du gouvernement, quelle que soit la bonne foi du président de la République, encore que c'est l'État du Mali a des limites, l'État du Mali a des faiblesses, l'État du Mali n'est pas des bras armés pouvant le défendre, l'État du Mali n'a pas les moyens financiers nécessaires pour mettre en place même les politiques voulues. L'État du Mali a des limites. C'est une crise multidimensionnelle qui fait appel à beaucoup d'acteurs. Il faudrait que tous les acteurs s'impliquent. Il avait parlé des mouvements, des associations culturelles. Bien sûr, ces gens-là sont concernés. Il faudrait que tout le monde soit impliqué et de façon sincère. D'accord. De façon sincère. Et on va aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de l'annonce de la prorogation du mandat des députés d'une année. Certains pensent que cette mesure, elle est justifiée et d'autres pensent qu'elle est tout simplement illégale et illégitime. Alors, que pensez-vous de cette annonce de prorogation du mandat des députés, Tchokari? Moi, je crois que c'est notre démocratie qui a été égorgée quand on a parlé de la prorogation des mandats de députés. Il n'y aura pas de 2 sans 3 et nous allons arriver à une troisième prorogation. Et je crois que... Mais cette prorogation, elle n'est pas encore votée, elle est annoncée. Elle est illégale, elle est annoncée et je sais qu'ils vont tenter de faire voter cette prorogation des députés. Cette prorogation, elle est illégitime et illégale. Et c'est notre démocratie qu'on veut fouler, accuse de haute lutte, qu'on veut fouler aux pieds. Mais est-ce que le Mali a le choix aujourd'hui? Le Mali a bel et bien le choix. Quel autre choix? L'autre choix, c'est aller à une constituante. Aller à une constituante. Est-ce que la constituante, la République du Mali n'a pas l'habitude d'aller à une constituante? On est parti en 1967, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, je ne me rappelle plus de la date. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Mais contextes sont les mêmes ou pas les mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller à une seconde prorogation du mandat des députés. D'accord. Est-ce votre avis aussi, Chana? Non, il faut y aller. Il n'y a aucune illégalité dans cette prorogation. Au contraire, c'est la constituante qui est illégale, qui n'a aucune base juridique, aucune base constitutionnelle. Il y a 6 mois déjà, la Cour constitutionnelle a accepté la prorogation
du mandat de député. Il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. Où est l'illégalité dont tu parles? Il n'y a aucune illégalité. Le Conseil des ministres a pris un projet de loi pour proroger les mandats de députés. Ce projet de loi, si ce n'est déjà pas sur la table de l'Assemblée nationale et en route pour l'hémicycle, les députés vont voter cette loi organique aux 2/3 et ça va être déféré devant la Cour constitutionnelle qui, j'en suis sûr, va dire Comment pouvez-vous être sûr de tout ça? Vous annoncez c'est un déjà processus. Oui. C'est un processus. Mais vous pensez déjà que ça va être voté par 2/3? Je connais le processus, oui. Il faut 2/3 pour que ça passe. Est-ce quelque chose qui est déjà organisé? Non, je connais le processus de l'élaboration d'une loi. Là, c'est une loi organique. Les lois ordinaires ont besoin d'une majorité simple. Les lois organiques ont besoin de 2/3. Et quand c'est une loi organique, obligatoirement, ça passe devant, après vote, ça passe devant la Cour constitutionnelle. Quand c'est voté, ça passe devant la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de cette loi. C'est un processus. Le processus a été enclenché par le Conseil des ministres. Nous y sommes et on sera fini. Donc, sur le moindre mal pour la République, la prorogation des mandats, la Constitution dont il parle, sur quelle base nous allons prendre, élire ceux qui vont constituer cette Constitution? Sur quelle base? Pour la presse, on va prendre qui? Pour les partis politiques, qui? Des partis politiques, une classe politique divisée. Une société civile divisée, politisée. Des syndicats également, la même chose. Quelle constituante? C'est cette constituante qui est illégale. Nulle part dans le dispositif juridique, il n'y a pas cette constituante. Cette constituante, c'est depuis au temps de Napoléon dans l'histoire de la France. Il y a eu cette constituante quand il y a une crise. D'accord, Chana. Qu'est-ce qui a empêché l'organisation des élections législatives au cours de cette première prorogation? Toi-même, on vient de débattre tout à l'heure de l'insécurité. C'est l'insécurité la base de tout ça. Mais est-ce que l'insécurité a empêché l'organisation de l'élection présidentielle? L'insécurité n'a pas empêché la tenue de la présidentielle, mais entre-temps, la situation s'est dégradée. La situation s'est dégradée entre la présidentielle et aujourd'hui. Et les législatives, c'est un scrutin qu'il faut organiser partout, sur l'ensemble du territoire national. La présidentielle, si 1 ou 2, 3 localités n'ont pas pu voter pour des raisons de sécurité, la loi prévoit. Bon, on fait le décompte sans cette circonscription. En ce qui concerne les députés, en faisant les législatives dans la partie apaisée du Mali et en laissant l'autre partie où il y a l'insécurité, nous allons consacrer nous-mêmes la partition du pays? Non. Les législatives doivent se tenir le même jour sur l'ensemble du territoire national. C'est la loi. D'accord. Je suis face à un Cheikhna Takiou qui est un grand défenseur de l'État du Mali. C'est vrai, c'est notre État. Nous défendons tous l'État du Mali, mais pas autant que Cheikhna Takiou. Non. Parce que je vois que Cheikhna Takiou ne veut pas dire la vérité. Parce que la prorogation veut dire que ces gens, le Conseil des ministres en a décidé. Allons-y. Il n'y a personne en face. Et déjà, il y a le front de refus qui est en train de se constituer. C'est de bonne guerre. Le front de refus est en train de se constituer et qui n'est pas pour la prorogation du mandat des députés. Légitime et illégal. Parce que quand on parle de l'élection présidentielle, j'ai dit ça peut au moment où on faisait l'élection présidentielle, Chana, il va terminer tout de suite. Non, il peut me répliquer. Au moment où on faisait l'élection présidentielle, il réplique chaque fois, vous ne réagissez pas. J'ai réagi. Je suis juste. Allez-y. Je te laisse réagir. Mais tu as parlé tout de suite de la présidentielle, qui s'est tenue au moment où ce pays encore était en crise. Moi, au moment de la présidentielle, je ne pouvais pas aller la Monténégro natale. Il y a Togéré Koumé qui était dans un embargo total. Et j'en passe, il y a beaucoup de terroirs qui, au moment de la présidentielle, étaient inaccessibles. On a organisé la présidentielle. Mais quand on a prorogé, on nous a dit qu'on va organiser les élections législatives. Mais qu'est-ce qui a amené? On n'a pas pu. On n'a pas pu.
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui organiser des élections législatives dans ce contexte d'insécurité également? Difficile. Donc, vous pensez aussi que c'est la prorogation qui est la bonne solution? Non. Moi, je dis que c'est la constituante qui est la solution. L'alternative... Et Chana pense que cette constituante... L'alternative n'a aucune base juridique. L'alternative, c'est la constituante. Non. Allez-y avec les résultats de la présidentielle. Pour créer un désordre. Allez-y avec les résultats de la présidentielle. Elle sera composée de qui? Allez-y. Voyez le résultat de la présidentielle. Il y a des partis qui ont soutenu le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, c'est sur cette base, le pourcentage qu'ils ont reçu à la présidentielle, à partir de là, on prend certains. Non, il faut et pas à partir du résultat des autres, on prend aussi certains dans les résultats. Cheikh Bodou Diarra a été 4e. Il doit avoir des députés. C'est pas comme ça. Ça, c'est une vue d'esprit. Non, aucune loi ne prévoit ce scénario. Est-ce que la loi a dit qu'il faut proroger? Si, la Cour constitutionnelle, il y a une jurisprudence. Oh là là. Il y a des pays en Afrique où mais quand le Tchad et d'autres pays où sont 3 ans, 4 ans de prorogation. Ce n'est pas l'idéal. J'ai dit ce n'est pas l'idéal. La prorogation n'est pas normale. Tu conviens avec moi. Cher aîné, lors de la première prorogation, des partis se sont levés pour dire que non. D'accord, c'est leur droit. Même si ces partis sont retrouvés aujourd'hui au gouvernement, vous le dites, Chana. On peut protester contre cette prorogation, mais j'ai dit, elle est le moindre mal pour la République. Oui. C'est vrai que ce n'est pas normal. Nous sommes dans une situation... Excusez-moi, Tchokari. Tchokari, excusez-moi. Chana, s'il vous plaît. Chana, s'il vous plaît. Est-ce que cette protestation de la population, d'une partie de la... Chana. Toi, tu es même chargé de communication d'un parti d'opposition. Moi, je ne suis dans aucun parti. Donc, vraiment, s'il vous plaît, ne me taxe pas. Je suis chargé de communication de ADP Maliba. S'il vous plaît, on est en train de débattre et il y a des auditeurs et des téléspectateurs qui vous suivent. Les choses. Chana, s'il vous plaît. Il faut choisir les idées. Mais toi, tu n'es pas dans un moment, mais tu travailles pour des partis politiques. D'accord, excusez-moi, je repose la question. Chana, est-ce que cette protestation d'une partie de la population qui est contre cette prorogation du mandat des députés va servir à quelque chose du moment où, vous l'avez dit, cette décision, cette annonce va passer à l'Assemblée et qu'elle va être votée par 2/3 de l'Assemblée? Oui, c'est-à-dire que je le répète encore, c'est le moindre mal. Ça va faire mal. Parce qu'il y a des gens qui se positionnent pour le scrutin pour être aussi député. Le mandat de député est terminé, c'est vrai. On leur donne 5 ans, c'est terminé. Mais nous sommes dans une situation inédite, une situation exceptionnelle. C'est à nous de voir l'intelligence humaine, sur la base de nos textes, comment trouver la solution qui ferait moins de mal. La solution qui ferait moins mal, c'est bel et bien cette prorogation. C'est-à-dire, depuis la première prorogation, si on n'avait pas adopté la première prorogation, qu'on ait eu une autre solution, là d'accord, maintenant, avec déjà cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a fait une première prorogation de 6 mois, nous allons aller encore une autre prorogation. Et si, 2 mois après-demain, on se trouvait dans l'impossibilité d'organiser des élections, comme il a dit, on va proroger. Bien sûr, c'est la jurisprudence. Tant qu'il n'y a pas d'élection, cette assemblée sera prorogée. Est-ce que ces députés vont voter cette loi, même si une partie des personnes qui les ont élus ne sont pas d'accord? Quelles personnes? Ils n'ont pas besoin de demander à leur base s'il faut proroger ou pas. Mais c'est leur base qu'ils représentent. Ils sont des députés maliens. Une fois que tu es élu, tout mandat impératif est nul. Ils sont des députés maliens, ils représentent le Mali. Ce ne sont pas des conseils communaux. Ils représentent le Mali. Pour l'intérêt du Mali, ils voteront pour la prorogation du mandat. Et pour leur propre intérêt, il faut des élections. D'accord, parlons de solution maintenant avec vous deux. Aujourd'hui, pour que la solution soit consensuelle, Tchokari, la décision pour qu'elle soit consensuelle, quelle est la solution? La solution, c'est de mettre ensemble tout ce beau monde, tous ces politiciens et l'ensemble des Maliens pour trouver la solution. Mais qu'on se lève un matin et qu'on décide prorogation parce qu'il n'y a pas quelqu'un en face, si nous décidons, ça va passer. Il n'y a pas quelqu'un en face, le front de refus est là.
et va s'interposer. Mais bien sûr, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. C'est tout à fait normal qu'il y ait un front de refus. C'est tout à fait normal qu'une opposition s'oppose. Mais l'opposition s'oppose, le gouvernement gouverne, l'Assemblée légifère. Mais c'est aussi normal. La démocratie. Vous l'avez dit, nous sommes en démocratie et c'est aussi normal que les personnes qui protestent soient écoutées. Absolument. On les écoute. Écouter les personnes qui protestent ne veut pas dire forcément accepter leur opinion. On les écoute. Si on peut prendre quelque chose dans ce qu'ils disent, on le prend. Si ce n'est pas compatible avec la vision, le point de vue de la majorité, on le laisse à côté et la majorité a fait ses preuves. Faut-il s'attendre à Ante Abana avec... Ante Abana, Ante sont. Ils sont là, ils vont aussi montrer leurs muscles. J'ai dit c'est la démocratie, c'est normal. Montrez vos muscles, la République continue, il y aura la prorogation. Le front. Ils n'ont qu'à montrer leurs muscles. Voilà. C'est normal, c'est la démocratie. Ils s'opposent, le gouvernement gouverne, l'Assemblée légifère. Ainsi va la démocratie. C'est ce qu'on dit, hein, mais c'est ce qui va se passer. On verra. Ils vont protester, ils vont crier, ils vont sortir des arguments. Laissons le temps au temps, ce qui doit arriver, arrivera. Laissons le temps au temps. Ce qui doit arriver, arrivera. Laissons le temps au temps. D'accord. Et on va parler des examens qui sont annoncés aujourd'hui. Alors, est-ce que ces examens vont se faire dans un contexte où les élèves vont pouvoir épuiser les cours? Déjà, il y a des enseignants qui sont contre les heures supplémentaires et les jours supplémentaires pour les cours. Alors, quel est votre avis sur la tenue de ces examens? Non, les heures supplémentaires, il y a eu toujours des heures supplémentaires. Et moi, j'ai donné des cours supplémentaires à des élèves qui étaient dans des examens. Et je continue à donner des cours, même aujourd'hui, à des élèves qui sont en classe d'examen. Mais c'est normal. Mais maintenant, étant entendu que les enseignants ont accepté de revenir à l'école et que les gens sont en train de suivre le cours matin comme le soir et qui sortent souvent jusqu'à 20h, je crois qu'on est en train de faire des cours de rattrapage. Les examens pourraient se passer bel et bien. D'accord. Bel et bien pour quel résultat? Bon, je pense que les enseignants qui sont contre ces heures supplémentaires ne sont pas conséquents. C'est ensemble, ils ont décidé de sauver l'année. Ils le font pour le pays d'abord. Ils le font pour leurs enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. C'est vrai, on essaie de sauver l'année pour quel résultat? Je pense que le résultat ne sera pas du tout à hauteur de souhait. Moi, j'ai ma première fille qui doit faire le bac cette année. Elle est dans une école privée. Ils ont terminé le programme depuis. Elle a cherché des inscriptions en France sur beaucoup de sites. On lui dit que chez vous, il n'y a pas d'école. Vraiment, jusqu'à présent, elle ne parvient pas à avoir d'école pour l'accepter parce que simplement, la situation scolaire ici au Mali est catastrophique. Et ils ne font pas la différence entre les écoles privées ou les écoles publiques. L'école au Mali, c'est comme ça. Donc, elle peine à avoir une école. Encore, on va faire le bac en août. Août, ceux dont les parents pourraient envoyer les enfants étudier au Sénégal ou ailleurs auront quelques difficultés parce que l'inscription, il faut le faire à temps, il faut le faire avec le diplôme, Donc, vraiment, ça handicape vraiment les étudiants de 2018, les élèves de 2018 seront vraiment handicapés par cette situation. Dommage, il faut faire avec la situation, ici va la vie. Est-ce que les examens pourront même se tenir dans ce contexte d'insécurité partout? Bon, les examens vont se tenir, en tout cas à Bamako et dans les capitales régionales. Dans le centre, bon, je pense que l'État va prendre les dispositions pour sécuriser les circonscriptions dans le centre du pays qui sont dégagées pour les examens. Je pense que l'État a les moyens quand même de sécuriser certaines circonscriptions afin que les élèves puissent concourir. Je pense que l'État peut faire ça et l'État va le faire. Je pense que l'État va le faire. Il y aura les examens, mais avec un piètre résultat. Dommage. Non, je suis d'accord avec lui, mais je sais que le ministre de l'Éducation nationale, Dr Temeré Tchouenta, il est à pied d'œuvre. Il connaît bien le centre, et c'est le centre qui est difficile. Il connaît bien le centre parce qu'il a été directeur de l'académie du centre, il sait ce qu'il faut faire,
il a les stratégies pour pouvoir mener à bien ces examens dans le centre avec l'appui des forces de sécurité pour que les examens puissent se tenir. Les examens vont se tenir, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que le Mali est déjà indexé. Est-ce que nos enfants, parce que j'ai comme lui, une de mes filles qui est en terminale, qui doit faire le bac, qui est aussi à l'école privée, qui était au lycée de filles, mais j'ai eu peur, je l'ai ramené dans une école privée depuis un début d'année. Mais est-ce que on pourra les inscrire au Ghana ou bien même ailleurs, même en Côte d'Ivoire, où nous avons des parents, on veut les envoyer, est-ce qu'ils vont les accepter? Pourquoi les envoyer? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes universités au Mali? Est-ce le cas? Toi-même, on parle de crise scolaire et celui qui a le moindre, qui a les petits moyens, cherche une bonne scolarité pour son enfant. Tu lui dis de le laisser ici. Pourquoi? Moi, je ne conseille à personne qui a les moyens de laisser son enfant. Non, je ne mets pas en cause. Moi, personnellement, je ne mets pas en cause le système de la formation, les cadres de l'éducation. Nous avons des cadres compétents. Mais avec les sorties intempestives, c'est ce qu'il faut craindre. Mais le système éducatif, c'est vrai, comme il le dit. Bon, je suis enseignant. Je suis enseignant. Je ne veux pas dire que le système est pourri. Non, je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent que le système est pourri. Faut-il pas revoir le système éducatif malien? Il faut revoir le système éducatif malien. Mais dire qu'il est pourri. Non, il faut revoir. Donc ça ne va même pas. Mais Touré, au niveau des professeurs, les professeurs ne sont pas à la hauteur. Certains, nous qui sommes hommes de médias, les gens parlent de pourrissement. Absolument. Donc accepte que le système est pourri. Ce n'est pas le système seulement. J'ai dit, il y a beaucoup nous acceptons les critiques à notre sein. Nous acceptons les critiques à notre sein. Pourquoi tu ne veux pas accepter les critiques au sein de l'éducation? Non. Pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Je ne veux pas l'accepter. Je ne peux pas parler de la chaîne est pourrie. Il y a la corruption, il y a tout ce que tu peux imaginer au niveau du système éducatif malien. Donc Chana n'est même pas optimiste. La formation est au rabais. Vous n'êtes pas optimiste. La formation au rabais n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'importe, mais la formation au rabais au Mali n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai dit, ce n'est pas mon propos. On a parlé de formation au rabais depuis les années 80, depuis les années 78. J'ai dit, nous parlons d'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'hier. On parle de formation au rabais. Mais malgré tout, il y a des élèves qui malgré tout cela, Chana, pour qu'on puisse trouver une solution aux problèmes que rencontre le système éducatif malien. Je ne suis pas du tout optimiste. Pourquoi? Parce que les acteurs ne sont pas sincères. À commencer par les syndicats. Ils ne sont pas sincères. Et l'autorité? L'autorité a des moyens limités. Il ne le dira pas. L'autorité... La sincérité de l'autorité ne remettra jamais en cause la sincérité de l'autorité Cheikh Anta Kiou. J'ai dit, ce n'est pas à toi de me dire ce que non, parce que l'État prend des engagements qu'il ne parvient pas à honorer. D'accord. Il faut le dire. Pas terminer. J'ai dit, les acteurs ne sont pas sincères, les syndicats ne sont pas sincères. Et l'État Les syndicats ne sont pas sincères. Et l'État Il faut le dire, je refuse de le dire. L'État, je ne dis pas que l'État n'est pas sincère. L'État fait de son mieux, l'État s'engage. Non, je suis très optimiste. Toi, il faut dire l'État n'est pas sincère. Je suis très optimiste. Il faut le dire. À condition maintenant. Non, on s'assume, on dit ce qu'on pense. Le système éducatif malien, il faut des assises de l'école. Il faut des assises de l'école pour remettre notre système éducatif maintenant. Les assises de l'école, tu refuses que l'école est pourrie, le système est pourri et tu parles d'assises. Merci beaucoup. Mais combien d'assises on a fait? Merci, chers invités. Chers invités, merci Ibrahim Tchokari de Notre Printemps et Chana Takiou du 22 septembre. Alors à la régie vidéo et audio Seydou Mbo et Salim Diouara. Je suis Mouhamadou Touré. À vendredi prochain pour un prochain numéro du Forum de la presse de Studio Tamani. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.